Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va se demander si le halving du Bitcoin est vraiment, comme on l'entend souvent, le principal déclencheur d'un bull run sur le marché des crypto-monnaies, ou s'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres facteurs à prendre en compte qui sont peut-être même plus importants que le halving. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec une thèse assez intéressante que j'ai découvert récemment et que je vous partage. Et il y aura même un petit bonus sur un indicateur à la fin par rapport à l'inflation, donc restez jusqu'au bout si ça vous intéresse. On va voir ça tout de suite. Pour commencer, voir ou revoir la cyclicité du Bitcoin, et plus précisément du prix du Bitcoin, dans ce cas-là en dollars, après les événements de halving, donc le 26 novembre 2012, le 4 juillet 2016 et le dernier en date, le 11 mai 2020, et le prochain qui est prévu pour approximativement, ça pourra changer dans le futur, le 25 mars 2024. Donc historiquement, et sur les 3 derniers halvings, à chaque fois que cet événement apparaît, on a une phase de bull market en vert, une phase de bear market en rouge et une phase de consolidation, de récupération en bleu. Et donc là, on se rend compte que c'est assez visuellement, c'est des événements assez réguliers avec toujours le même ordre, bull run, bear market, récupération. Et donc c'est pour ça que une des thèses très répandues dans l'investissement crypto-monnaie, c'est que le halving du Bitcoin lance le prochain cycle aussi, le cycle de bull run que tout le monde attend. Donc ce graphique, c'est vraiment pour illustrer ces 3 phases qui se répètent après chaque cycle et qui font dire à beaucoup de personnes, encore une fois là aussi, que c'est l'élément déclencheur. Maintenant, on va aller voir l'autre thèse de cette vidéo que moi j'ai découvert en tout cas à travers de Raoul Pal. Donc c'est un ancien manager de hedge fund. Il a créé un groupe de médias très important dans le domaine de la finance. Et là, sa chaîne YouTube Real Vision Finance. Bon, il y a pas mal d'abonnés et franchement, il y a des informations intéressantes. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes plutôt à l'aise avec l'anglais. Il a eu quelques controverses, notamment après avoir un peu chié les Luna, mais il présente quand même des thèses intéressantes. Donc, ce qu'on va voir là maintenant, c'est issu de cette vidéo. Vous avez le titre. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil en entier, n'hésitez pas. Et donc, lui, sa thèse, c'est que c'est pas le halving qui va driver les cycles du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais bien la masse monétaire globale, le global M2 Money Supply, qui est représenté en bleu sur ce graphique. Et donc la corrélation est vraiment frappante entre le pourcentage d'augmentation du prix du Bitcoin et l'augmentation de la masse globale monétaire. Bon là, cet indicateur, le M2 plus précisément, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à chaque fois qu'il y a une augmentation de la masse monétaire, il y a une augmentation du prix des Bitcoins avec les pics qui correspondent. Alors, souvent, c'est la masse monétaire qui augmente et après il y a un pic. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez régulier sur le graphique. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a jamais un moment où la masse monétaire décroît et on a une augmentation du prix du Bitcoin. C'est vraiment à chaque fois, c'est suivi. Et donc, au final, il y a quand même, avec un peu de recul, une certaine logique. À chaque fois qu'on augmente la masse monétaire, et souvent assez rapidement aussi, là, on peut regarder, par exemple, le quoi qu'il en coûte, entre guillemets, généralisé au niveau mondial pour ce qui était émis pour faire face à la pandémie entre 2020 et 2021. C'est là où on a eu le plus haut de cycle juste après. Tout cet argent qui est créé, il faut bien qu'il aille quelque part. Et très souvent, c'est les actifs financiers qui en bénéficient, avec aussi une corrélation entre plus il y a d'argent et plus le coût de l'argent est bas et plus c'est open bar, hein, entre guillemets, pour avoir accès à l'argent, plus cet argent va aller dans des actifs risqués. Et inversement, quand on va avoir une baisse dans la masse monétaire et donc d'avoir plus de difficultés pour avoir accès à l'argent et des taux d'intérêt qui vont peut-être remonter, comme on a vu récemment. On va avoir une sortie des actifs les plus risqués pour se concentrer sur des actifs moins risqués. Et c'est pourquoi on parle aussi souvent du pivot de la Fed dans le domaine de la crypto-monnaie, qui va être le changement de cap de la Banque centrale américaine dans ce cas-là, qui va décider soit d'augmenter les taux d'intérêt et donc réduire la masse monétaire et pour aller combattre l'inflation, ou au contraire baisser les taux d'intérêt, rouvrir un petit peu les vannes et donc rendre l'accès à l'argent plus facile et donc plus facile aussi l'investissement dans des actifs financiers à plus haut risque pour les investisseurs tradis, institutionnels mais aussi les privés, dont font partie bien évidemment les crypto-monnaies. Donc c'est pas un secret non plus que le cycle des liquidités joue un rôle très important dans les actifs financiers, mais concrètement cette thèse, elle se dit qu'au final on s'en fout du halving. Ce qui compte c'est la disponibilité de l'argent au niveau global, et tant qu'on n'aura pas le pivot de la Fed, tant qu'on n'aura pas un inversement de la tendance d'augmentation des taux et de la restriction de l'accès à l'argent, on n'aura pas de cycle haussier. Et c'est pour ça aussi qu'on évoque la thèse sur cette chaîne qu'on aura peut-être une élongation ou un accroissement de la durée des cycles, parce que jusqu'à présent c'était quand même assez régulier les différentes phases au niveau du temps, comme on a toujours été jusqu'à présent dans une période
d'expansion monétaire avec des taux bas. On ne sait pas ce que ça peut donner au niveau d'une récession. On parle souvent aussi, on l'évoquait avec Thibaut, que ce sera un peu le crash test, voir si on a vraiment une vraie récession très poussée sur le long terme, voir comment ça va réagir. Peut-être qu'on aura une phase de bear market d'accumulation beaucoup plus grande avant de reprendre un cycle de bull run, parce que bien évidemment l'aspect cyclique n'est pas enlevé. C'est juste que les phases seront peut-être moins intenses, donc avec des bull runs qui sont peut-être moins intenses et peut-être plus longs à se lancer. Donc à voir. Dans tous les cas, c'est une thèse parmi d'autres que je voulais présenter. Et ensuite, deuxième et dernière thèse que je voulais vous présenter, qui est aussi issue de la même vidéo, c'est la corrélation entre le prix du Bitcoin et le cycle de financement des business, donc ce qu'ils appellent l'ISM. ISM pour Institute Supply Management, qui est une association, un institut aux États-Unis qui va aller regarder la santé des business, donc la financiation, l'état des stocks, la production. Donc c'est deux indicateurs, il me semble, il y en a un manufacturier et un pour le tertiaire. Donc ça c'est un agrégat des deux. Avec ce qu'il faut retenir, c'est l'état de santé des business aux États-Unis dans ce cas-là, représenté sur le graphique en jaune, donc la courbe du haut. Bien évidemment, cet indicateur, l'ISM, il va être lié à ceux qu'on a vu précédemment, la masse monétaire globale. Plus l'accès à l'argent est facile, plus les business vont pouvoir se financer, les entreprises vont pouvoir se financer facilement, et donc plus il va y avoir aussi peut-être de l'activité. Voilà, ceci dit, je ne suis pas macroéconomiste non plus. Ce qui est surtout important de regarder, de voir sur ce graphique, c'est que le prix du Bitcoin est aussi corrélé avec la santé, l'activité des business aux États-Unis dans ce cas-là, mais on peut faire peut-être le parallèle et l'extension au niveau mondial. Et on se rend compte, par exemple, là c'est assez flagrant, la baisse d'activité due au Covid en mars 2020. Et on se rend compte que c'est aussi lié à la vente flash des crypto-monnaies, avec encore cette idée de sortir du risque, et que de toute manière, le bull run et les cycles 6 vont être liés aussi à l'économie, à la masse monétaire, et que très certainement il faudra un retour d'une baisse des taux d'intérêt avec de l'argent plus facile, une activité économique plus forte, pour voir apparaître un bull run. Là, on se rend compte très clairement qu'à chaque fois qu'il y a une baisse d'activité des entreprises, ça correspond aussi à une baisse ou à une période de stagnation, dans tous les cas, du prix du Bitcoin. Avec, voilà, c'est à chaque fois qu'il y a un creux, on se rend compte des plats. Et à chaque fois qu'il y a un regain d'activité aussi, comme on peut voir sur ce graphique, des plus hauts avec le bull run de 2017, le dernier bull run, 2021, tout début d'année 2022, on va dire. Et donc très clairement, avec cette thèse, même si on a le halving en mars 2024, il me semble qu'on avait vu, qui arrive, tant qu'on n'aura pas une activité économique plus forte, ou le pivot de la Fed, ou un regain de l'accessibilité et de la masse monétaire globale, on n'aura pas un vrai lancement du bull run. Et donc il n'y a pas que le halving à prendre en compte pour lancer le bull run. Donc voilà, c'était un peu l'idée de cette vidéo. Et après, je voulais vous montrer peut-être en bonus, parce qu'il y en a qui me le demandent, surtout parmi mes proches, pourquoi on a cette inflation qui arrive. Et on se rend compte aussi la corrélation entre le M2, donc encore une fois la masse monétaire globale, et l'inflation. Donc là on voit par exemple les bailouts, la grande crise financière de 2009 avec la crise des subprimes, avec tout l'argent qui a été imprimé, qui a été complètement écrasé par rapport à ce qui a été fait par rapport pour plutôt la pandémie de Covid. Donc là on a une augmentation de 26% de la masse monétaire globale en quelques mois. Et donc là on remarque très clairement que l'inflation suit l'impression monétaire qui a été créée, le quoi qu'il en coûte, encore une fois. Donc ça c'est quelque chose que ceux qui s'intéressent un petit peu à la théorie derrière Bitcoin, pourquoi ça a été créé, l'idéologie, tout ça, sont peut-être un peu plus sensibles. Mais la perte de pouvoir d'achat des monnaies fiat, de vos euros, ils viennent de là, concrètement. Quand on augmente la masse monétaire globale, sans augmenter la productivité, sans augmenter la masse de biens achetés, obligatoirement il va y avoir de l'inflation, encore une fois sans être macroéconomiste, mais là on voit très clairement le lien entre les deux. Et c'est pour ça que Bitcoin, avec ses 21 millions et son pourcentage d'inflation programmé, est assez faible finalement par rapport au montant qu'on peut voir sur les monnaies fiat, figure un petit peu de conservation de valeur, conservation du pouvoir d'achat. Il y a cette thèse là aussi dans la crypto-monnaie. Le côté hard currency, où on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le supply, on ne peut pas augmenter autant qu'on veut, et entre les mains de quelques-uns, de combien on va augmenter la masse monétaire. Donc il y a quand même ce côté à prendre en compte. Et aussi, et ça c'est peut-être une un peu moins bonne nouvelle, se rappeler que si on arrive, ou quand on arrivera à un Bitcoin à 100, 200 000 euros dans le futur, il n'y aura pas que la valeur intrinsèque, il n'y aura pas que l'adoption, mais il y aura aussi l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des monnaies fiat, et que ça induira, ou ça impliquera plutôt, beaucoup de stress pour beaucoup de personnes au niveau financier, avec un pouvoir d'achat qui ne fait que s'éroder, une inflation toujours plus forte, et donc les actifs qui permettent de conserver la valeur
Après, voilà, il y a d'autres théories, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais dans tous les cas, je voulais vous montrer ces données entre la masse monétaire et l'inflation qui expliquent tout du moins en bonne partie ce qu'on est en train de vivre actuellement entre pourquoi on a une hausse des taux d'intérêt, pour faire baisser la masse monétaire, bon, toutes ces problématiques qu'on voit qui ont des répercussions très concrètes sur nos vies, ça vient en partie de là, donc c'est aussi ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi, s'il vous plaît, un feedback en commentaire. Si vous êtes plutôt d'accord avec cette thèse, si vous n'êtes pas d'accord, si peut-être apporter des précisions, des petites corrections si jamais je me suis trompé, toujours en étant bienveillant, s'il vous plaît. Et dites-moi aussi si ça vous plaît ce type de contenu, peut-être un peu plus technique, où on va faire de l'analyse de chart. Donc n'hésitez pas à me donner ce retour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like. Et je vous mets, comme d'habitude, finalement, dans la description de la vidéo, le lien vers mon guide offert pour avoir les bases d'un crypto-monnaie pour bien débuter si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Salut à tous.